Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Santé et bien-être au travail, publié en 2015 par Harmattan. Dans cet ouvrage, les différents auteurs nous parlent du développement du bien-être psychologique au travail, notamment par l'analyse de concepts qui y gravitent autour, tels que le stress, le harcèlement, le soutien social, le burn-out, etc. L'argumentaire est alors orienté de manière à fournir un regard critique sur les différentes théories établies et sur les dispositifs mis en place dans les organisations pour favoriser le développement du bien-être au travail. En 1946, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme une absence de maladie ou d'infirmité à laquelle s'ajoute la présence de bien-être physique, social et mental. Si l'on considère la santé en tant que système dynamique, il s'agit de la capacité de l'individu, en fonction de son contexte, à satisfaire ses besoins psychologiques fondamentaux dans une perspective d'adaptation et de bien-être, et ce, en ayant à sa disposition ses ressources organisationnelles, psychosociales et individuelles. Cette définition implique que pour atteindre un état optimal, il est donc important d'influencer positivement 3 besoins psychologiques fondamentaux, à savoir le besoin de compétence, le besoin de lien social et le besoin d'autonomie, tout en maximisant ses ressources. D'un point de vue organisationnel, cela revient à mettre à disposition des salariés des ressources cohérentes et suffisantes par rapport aux objectifs fixés. D'un point de vue psychosocial, cela revient à agir sur le climat social et la justice sociale au sein de l'entreprise, sans oublier l'impact considérable que peut avoir le soutien social dans cette dimension. Enfin, d'un point de vue personnel, cela revient pour un individu d'avoir la capacité d'agir face à une situation et de l'anticiper. C'est ce que l'on appelle la proactivité. Être capable de résister à la pression et de rebondir, c'est ce que l'on appelle la résilience, et de voir le côté positif des événements, vous l'aurez compris, c'est l'optimisme. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que d'autres paramètres peuvent venir modifier le niveau de santé psychologique. On trouve alors des secteurs d'activité plus stressants que d'autres et dont les exigences peu communes peuvent porter atteinte à la psychologie au travail. Je pense notamment au secteur de la restauration où les salariés doivent travailler le week-end ou tard le soir par exemple. La taille de l'organisation joue également sur les conditions de travail, le climat social, les rapports entre collègues. Pour exemple, il existe plus souvent une grande proximité avec la hiérarchie dans les PME que dans une multinationale, ce qui permet de fluidifier les rapports. Également, la phase de vie du salarié peut elle aussi influencer sa perspective des choses, ses attentes, sa capacité d'agir ou encore son engagement. On distingue 2 facettes au stress, ce que l'on appelle le stress qui représente les effets positifs du stress et la détresse qui représente les effets dommageables du stress. Chaque individu est différent et va réagir au stresseur d'une manière qui lui est propre et va dépendre de plusieurs facteurs comme sa personnalité, sa culture, ses traditions, son éducation, son environnement social, etc. Dans le Job Demands Resources Model, on explique le bien-être au travail par 2 facteurs. Les demandes liées au travail qui épuisent les ressources des travailleurs et engendrent des problèmes de stress et de santé, mais aussi les ressources données aux salariés qui permettent de les motiver, d'augmenter leur engagement au travail et de les dissuader de partir. L'ouvrage fait alors le tour du sujet en évoquant et en analysant différentes causes et différents angles du stress. Parmi ces éléments, on retrouve l'analyse des effets du contrôle de la performance. Celui-ci peut influencer le niveau de stress positivement comme négativement. En effet, un contrôle s'accompagnant d'un feedback, par exemple, où le but est d'encourager le salarié à s'améliorer, va avoir pour conséquence de le motiver. Au contraire, un contrôle invasif va donner le sentiment au salarié qu'on ne lui fait pas confiance, qu'il n'est pas à la hauteur et va devenir source de stress. Le manque d'autonomie dans le travail va aussi devenir une source de stress par une impossibilité à montrer ses compétences,
ce qui affecte l'autonomie de compétence, ou un sentiment de contrôle total de ses actions par l'organisation, ce qui affecte l'autonomie décisionnelle. On parle également des conflits. Ces derniers peuvent prendre des formes diverses. On distingue les conflits inter-émetteurs, les conflits intra-émetteurs, des conflits de rôle où les managers se retrouvent coincés entre les demandes de la direction et les besoins de leurs collaborateurs pouvant être en désaccord, ou encore des conflits individu-rôle lorsqu'il y a une sorte d'incompatibilité entre les émotions ressenties et les émotions exprimées. C'est souvent le cas des postes en lien avec la clientèle, où l'on doit parfois jouer un rôle pour satisfaire les exigences du métier ou les demandes de sa direction. On a parfois tendance à omettre que les salariés ne sont pas les seuls à ressentir du stress au travail. Bien que la nature du stress soit différente, les dirigeants s'exposent également à des problèmes de santé liés à une charge physique, le nombre d'heures de travail, et mentale, gestion du personnel, situation financière et économique de l'entreprise, pression de la concurrence et des acteurs financiers et réglementaires, solitude, etc. De plus, les dirigeants sont souvent confrontés à un faible niveau de soutien social et de reconnaissance des salariés et à la difficulté de rallier vie privée et vie professionnelle. Selon les études et proportionnellement au nombre composant leur population, les dirigeants seraient plus sujets à des problèmes de santé, qu'ils soient d'ordre physique ou mental liés au stress professionnel, que les salariés. Pour finir sur cette partie, il reste à retenir que les conséquences négatives du stress jouent sur la productivité des salariés, sur leur comportement au travail et donc nuisent à la pérennité de l'entreprise. Le harcèlement peut être défini comme une violence psychologique qui comprend tout comportement abusif et tyrannique vis-à-vis d'un subalterne ou d'un père, ou encore tout harcèlement psychologique exercé par un groupe à l'écart d'un individu. Selon la Fondation européenne, en 2000, 3 millions de travailleurs étaient concernés par le harcèlement sexuel, 6 millions par les violences physiques et 12 millions par l'intimidation et la violence psychologique. J'ai trouvé cette partie très intéressante parce qu'elle ouvre une perspective différente sur l'appréciation que les individus peuvent développer vis-à-vis d'un collègue victime de harcèlement en posant la notion suivante, la nécessité de sacrifices humains dans les organisations. L'ouvrage mentionne alors deux croyances, la croyance en un monde juste et la croyance en un monde sacrificiel. La première mène à penser qu'une victime qui persisterait à souffrir serait responsable de ce qui lui arrive, considérant qu'il s'agit là de survictimisation. La seconde mène à penser que la désignation d'une victime est nécessaire pour l'équilibre d'un groupe. Ainsi, les décisions d'aide de la part des témoins va dépendre des types d'agissements du harceleur, des comportements pro-antisociaux de la victime et de la survictimisation du salarié. Les deux phénomènes légitimeraient donc le comportement du harceleur. Et vous, avez-vous déjà été témoin du harcèlement d'un de vos collègues et avoir pensé que quelque part c'était normal ou légitime ou qu'il ou elle l'avait bien cherché? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Certains auteurs ont suggéré l'existence de liens entre le harcèlement moral au travail et les changements organisationnels. Le harcèlement moral durant les périodes de changement organisationnel serait parfois même toléré et encouragé comme stratégie de l'entreprise pour faire partir les éléments considérés comme n'étant pas en accord avec les nouvelles normes et permettrait alors de renouveler la masse salariale pour mieux la modeler à la nouvelle structure. Ce type de harcèlement peut prendre des formes diverses, mobilité forcée et récurrente, changement de métier sans formation ou encore le licenciement non économique mettant en évidence des arguments sur l'incapacité des salariés, faute, manquement de devoirs, etc. Cependant, les entreprises doivent avoir conscience que la réduction des effectifs est considérée comme un événement ayant des conséquences dramatiques sur les membres de l'organisation. Je me pose donc la question suivante. Ne serait-il pas plus bénéfique pour le long terme et pour tous les acteurs de favoriser une politique du changement en accompagnant ses salariés? L'ouvrage évoque également le harcèlement sexuel et sa représentation sociale selon les pays et les cultures.
Je prends ici le parti de ne pas m'attarder sur ce sujet, non pas parce que celui-ci ne relève pas d'une importance majeure, mais disons plutôt qu'il est très souvent évoqué et médiatisé. Ainsi, je trouve plus intéressant de mettre en avant une autre forme de harcèlement dont on entend moins parler. Favoriser l'accompagnement des salariés face au changement pour éviter les effets néfastes du turnover peut se faire par le soutien organisationnel ou soutien organisationnel perçu. Le soutien organisationnel peut être défini comme étant la perception que chaque salarié a de la manière dont l'organisation valorise sa contribution et se soucie de son bien-être, s'engage envers lui. Le salarié personnifie alors l'organisation qui devient un être acteur de son implication. Le salarié évalue ainsi le niveau d'aide qu'il peut obtenir de son organisation et adapte alors son comportement en réaction de celui-ci. C'est ce que l'on nomme la théorie de l'échange social ou la théorie du support organisationnel. De ce fait, on considère que plus un salarié va se sentir soutenu par son organisation, plus il va s'impliquer, plus il va tenter d'être performant et moins il va montrer des signes de résistance au changement. Tout ceci va être source de création de valeur pour l'entreprise car le salarié va se sentir volontairement poussé à la réussite de l'entreprise. L'aspect humain peut être facilement négligé lors d'un projet de conduite du changement. Les entreprises ont tendance à évaluer les impacts matériels, informatiques, économiques ou financiers, mais à minimiser les risques de résistance au changement des salariés qui peuvent avoir des conséquences décisives sur l'issue du projet, en favorisant un sentiment d'insécurité et en dégradant le climat social. Dans ces cas-là, le soutien des pairs ou de la hiérarchie semble avoir un effet modérateur sur la réaction face aux perturbations environnementales de l'individu. Évidemment, il est possible de citer d'autres facteurs positifs à l'accompagnement du salarié, tels que leur participation aux prises de décision, la promulgation d'un sentiment d'une justice entre les salariés, le fait de donner du sens au travail, etc., etc. L'important est de comprendre que l'effort fait au niveau de l'organisation tout entière peut avoir des impacts bénéfiques sur chaque individu. Le burn-out peut être défini comme un état de fatigue chronique, de dépression, de frustration apporté par la dévotion à une cause, un mode de vie ou une relation qui échoue à produire les récompenses attendues et conduit en fin de compte à diminuer l'implication et l'accomplissement au travail. Maslach et Jackson précisent que ce dernier est caractérisé par de la fatigue émotionnelle, de la dépersonnalisation et un sentiment de faible réalisation personnelle. Le burn-out peut être lié aux caractéristiques du poste exercé par le salarié, surcharge de travail, rythme des tâches à effectuer, gestion du temps, à l'organisation dans laquelle le salarié exerce, les exigences du travail, perte au niveau du contrôle de son travail, niveau de soutien et les relations au travail. De ce fait, plusieurs facteurs vont influencer le burn-out. La charge de travail, qu'il s'agisse d'une charge quantitative ou d'une charge qualitative, comme les plaintes ou l'agressivité des clients par exemple. Chaque individu va réagir différemment selon la charge de travail qui se présente à lui. Je m'explique. Lorsque la charge est conséquente, certains vont y voir l'opportunité de développer des conséquences, des savoir-être et vont y voir une certaine reconnaissance de l'organisation. A contrario, ces personnes vont se sentir mises à l'écart si elles considèrent que leur charge de travail n'est pas assez significative. Ensuite, on peut parler de la latitude décisionnelle, c'est-à-dire le contrôle que l'on a sur son travail et l'utilisation de ses compétences. Puis, il y a aussi le soutien social. Le soutien social correspond au réseau d'aide d'une personne confrontée à des difficultés. Il peut s'agir des collègues, de la hiérarchie, de la famille, des amis, des voisins. Exemple, les personnes vivant en couple ont un burn-out plus faible que celles vivant seules. Le manque de soutien peut donc amener à un épuisement professionnel. On peut parler également de l'assertivité. Selon Chavin, en 1984, être assertif, c'est être en mesure d'exprimer sa propre personnalité sans susciter l'hostilité de son environnement. C'est savoir dire non sans se sentir coupable, c'est avoir confiance en soi et savoir prendre des décisions difficiles ou impopulaires que nécessite la situation,
c'est développer des communications honnêtes et ouvertes, un climat d'innovation et de tolérance saine face aux désaccords normaux que suscite la vie professionnelle. Cette faculté permettrait ainsi d'éviter le burn-out. On peut évoquer aussi le sentiment de justice et d'équité. Plus l'on ressent une certaine justice dans les actes et décisions de son organisation, moins l'on sera sujette au burn-out. Enfin, le niveau d'estime de soi participe également à influencer le burn-out. Les personnes à haute estime de soi vont se sentir moins affectées face aux stresseurs au travail. Très intéressant aussi, l'inadéquation entre les attentes du salarié et les possibilités qui s'offrent à lui peut faire naître le burn-out. Autrement dit, une personne ayant fait de longues études s'attend à un certain niveau de salaire, de responsabilité, de conditions de travail, d'autonomie et la possibilité d'exprimer ses compétences. Dans le cas où ces attentes ne sont pas satisfaites, cela peut entraîner un épuisement émotionnel et le sentiment de ne pas pouvoir se réaliser. Comme évoqué précédemment, le stress n'influence pas les personnes de la même façon. Il en est de même pour le bien-être qui va dépendre d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels on retrouve les traits de personnalité. Le présentéisme caractérise le comportement du travailleur qui, malgré des problèmes de santé physique ou psychologique nécessitant de s'absenter, persiste à se présenter au travail. Ainsi, il coûterait plus cher aux entreprises que les effets causés par l'absentéisme, soit en moyenne 255 $ par année par employé, du fait de la difficulté à se concentrer et à accomplir ses tâches, mais aussi de la difficulté à ne pas se laisser distraire, ce qui engendre des erreurs, des retards, etc. Le workaholic, ou familièrement bourreau de travail, est défini comme une personne dont le besoin de travailler est devenu tellement excessif que cela perturbe ou interfère sur sa santé physique, son bonheur personnel, ses relations interpersonnelles et son bon fonctionnement social. A contrario, l'engagement au travail est un état d'esprit positif et épanouissant vis-à-vis du travail caractérisé par la rigueur, le dévouement et l'absorption. L'un détériore la santé, bien-être et relations interpersonnelles, tandis que l'autre joue positivement sur les développements personnels et la qualité du travail. Conséquence, plus un travailleur est workaholic, moins il trouve de sens et de défis dans son travail, moins il en est fier et le trouve amusant, indépendamment de son contexte environnemental. D'autres facteurs comme la culture vont venir jouer un rôle dans le niveau de stress, le niveau de bien-être, d'engagement des salariés, le degré d'acceptation des inégalités ou encore dans le rôle des sexes. Mais je vous laisse pour ces derniers le plaisir de les découvrir vous-même dans l'ouvrage. De même pour la dernière partie du livre qui se recentre sur les moyens d'action à mettre en place pour tendre vers l'amélioration de la santé psychologique au travail. Plusieurs auteurs se partagent les différents chapitres et chacun de ces chapitres se construit comme un mini-mémoire où il est d'abord introduit le sujet à l'aide d'un socle théorique afin d'en vérifier la véracité par des enquêtes terrain qui sont par la suite analysées, détaillées et critiquées. Au niveau de la structure, on a donc une introduction, un argumentaire, une restitution de résultats, une analyse et une conclusion pour chaque sujet traité, ainsi que les références aux sources utilisées. Je dirais donc que c'est un ouvrage plutôt scientifique qui tend à confirmer ou infirmer le cadre théorique de chaque thème en menant des études concrètes. Les enquêtes terrain faisant appel à de nombreuses méthodologies, je ne doute pas que cet ouvrage plaira énormément aux mordus de statistiques, bien que pour ma part, ça ne soit pas ma tasse de thé. Néanmoins, une difficulté peut être mise en évidence dans la compréhension de l'argumentaire, puisque le langage est tout de même de nature soutenue et manque à mon sens de vulgarisation. Davantage d'exemples ou d'illustrations pour refléter les différents apports théoriques aurait été un petit plus agréable. Toutefois, cet ouvrage m'a apporté de nouveaux angles de vue et une manière de percevoir certains principes de manière différente, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Comme par exemple, en expliquant pourquoi un salarié harcelé pouvait perdre le soutien de ses collègues, ou la différence entre être un bourreau de travail ou un salarié engagé. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si cela vous a donné envie de lire l'ouvrage.
Ce produit t'intéresse? Alors rends-toi dès à présent sur le lien en description de la vidéo afin d'en savoir plus. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines dans lesquelles je continuerai à vous parler du bien-être.